RDC Monde Télévision. Andeko na ngai mbote nesika bozali. Et na saisi une occasion pour souhaiter bino bonne année 2020. Bonjour Mbote Bandeko Mibal Pea Bassi à RDC Monde Pea Mokin Mobimba. Bonjour mes chers compatriotes Bandeko Nanga RDC Monde. Napesi bino Mbote Mingi. RDC Monde et Salami, il y a à peine une année. Le 1er février, nous avons présenté bilan il y a 2 ans. Il y a pas Don Abino dans RDC Monde. Don Abisso dans RDC Monde pour nos projets futurs. Événement n'est pas raté. Les jours J, le 1er février 2020. Congolais va y a doute. Est-ce que aussi, est-ce que Congolais ressangana, est-ce que Congolais ressent les lots, est-ce que Congolais ressent la confiance dans nous? Donc on détaillait de le premier centime, la première centime entrée dans la caisse il y a RDC Monde, Oyobino Besaki, Ti na Oyasuka il y a le 1er février. RDC Monde des Opanza Poké, RDC Monde des Ofongola Kesi, yo yenga ito chaki quelque chose na libenga Congo. Donc ito kopanza to kola kisa. Oui. Congolais à la kisi que avec ça la confiance na Congolais mususu. Voilà. Que le 1er février soyez tous connectés pour suivre le bilan de 2 ans de cotisation de vos dons de RDC Monde. 150, 200 dollars oignon c'est ça nakati tokobimi ça c'est jamais vu dans l'histoire ya Congo. Preuve na moza ya mo. Le 1er février, RDC Monde a pour ça la première des comptes finales. Nous allons présenter ça numériquement parce que nous allons faire la numérisation de tout et statistiquement pour voir ce que vous avez donné comme don pour le projet à venir. Et Kozala dit jamais vu dans l'histoire ya Congo. RDC Monde a publié. RDC Monde a qui ça combien o ya tena libenga ya Congo. To la kisi que tokoju ko ça la confiance na Congolais. Nous comptons sur vous pour rester fidèles avec RDC Monde. RDC Monde Kakabou. Yango tolobi bolanda biso na RDC Monde TV. Kota na RDC Monde pour consolider unité na biso. Kota na RDC Monde pour na to cimenter fondation na biso pour lobby to ko lia ba mbuma ya kitoko. Ensemble pour recevoir M. Vital Kamerhe, aussi président du parti UNC, allié électoral du candidat Félix Tshisekedi, élu président et investi il y a jour pour jour 1 an. M. Kamerhe, bonjour. Bonjour, Christian Sekeno. Peut-on résumer l'an 1 de l'alternance démocratique par l'actuel échange de civilité entre les alliés CACH et FCC, le président de la République d'abord et la présidente de l'Assemblée nationale ensuite? Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez pour parler de l'an 1 de la coalition, aussi de l'événement, puisque depuis 1960, c'est la première fois que notre pays connaît une alternance apaisée. Nous avons pour la première fois un président sortant qui était au pouvoir, remplacé par un président entrant qui était de l'opposition et l'opposition radicale, tous deux en vie. Ils se côtoient. Ça fait plaisir, puisque c'était le rêve de tous les Congolais de voir comme en Tanzanie, comme partout ailleurs, Bill Clinton, à l'époque avec Obama, qui débarque avec George Bush, Odile Mandela. C'est ce Congo-là que nous voulons. Mais c'est un événement aussi parce que le prophète de malheur disait que les Congolais eux-mêmes ne sauront pas organiser les élections. Et ça, c'est à mettre au crédit du président sortant. Il avait décidé, moi-même je ne croyais pas, que nous allons financer les élections seuls. Et nous allons les organiser seuls. Les élections où il y est, il n'y a pas eu hécatombe, il n'y a pas eu apocalypse, c'est très important. Mais 2, nous devons aussi reconnaître que si le plan interne, les choses ont changé. Et ça, c'est la touche maintenant du président Félix Tshisekedi. Parce que chez nous, nous disions, au CACH, c'est le changement. Le Congolais doit se sentir libre chez lui. Il doit jouir des richesses de son pays. Le changement, c'est quoi? Aujourd'hui, l'opposition peut s'exprimer librement comme tout Congolais peut le faire. Aujourd'hui, les manifestations de l'opposition se multiplient, sans bavure, sans mort, sans blessure, sans blessés. Et j'allais dire, aujourd'hui, le Congo, si le plan interne devient fréquentable. En peu de temps, nous avons vu défiler le président, et pas de moindre, d'abord en commençant par nos voisins,
le président Joao Lourenço de l'Angola, le président Paul Kagame du Rwanda, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, le président Edgar Lungu de la Zambie, le président Touadéra de la République centrafricaine, et les autres viendront. Mais si le plan international, le Congo est devenu aussi fréquentable, c'était le deuxième défi qu'il fallait relever. Il fallait pas qu'on voit ce Congo toujours de viol, ce Congo où on torture, ce Congo où les gens sont malheureux. Aujourd'hui, le président de la République a déployé une diplomatie au niveau de la sous-région, mais au-delà de la sous-région, au niveau de l'Europe, de l'Amérique, de la Russie et de l'Asie bientôt. Et nous allons recevoir très rapidement, ici à Kinshasa, la date est connue, mais c'est pas moi de le dire, c'est la ministre d'État des Affaires étrangères de l'annoncer. Le 7 février. Le secrétaire d'État américain. Le 7 février. Et comme vous le savez bien, le secrétaire d'État américain fait office de Premier ministre, pour ceux qui ne le savent pas, dans la hiérarchie, dans l'arsenal. Nous disons aussi, le changement c'est quoi? C'est que le président Félix Tshisekedi, aussitôt investi, a commencé d'abord là où les gens souffrent le plus, à l'est de la République démocratique du Congo. Il est allé à Lubumbashi puisqu'il y avait une criminalité urbaine, grandissante, inquiétante. Il est allé sur place et a demandé au général John Numbi et aux autres généraux qui étaient là-bas, mettez-moi fin à ça rapidement. Quels sont les moyens logistiques dont vous avez besoin? Et je ne voudrais pas que Lubumbashi soit à feu et à sang. Il est allé à Bukavu, il est allé à Goma, il est allé à Beni, il est allé à Kisangani. Beni, il faut dire une note particulière puisqu'il y avait deux événements malheureux. Il y a Ebola et les gens qui meurent par le fait des groupes armés. Le président dit je ne peux pas, moi, commencer à travailler sans voir les enfants de Beni. Et le président de la République a été à Kisangani et puis finalement il a refait le deuxième tour pour installer l'état-major avancé à Beni. Donc nous pouvons dire aujourd'hui, sans nous tromper, que nous avons connu des moments forts, et je peux dire aussi une autre touche du président Félix Tshisekedi et de cette première année, il faut mettre au bilan, c'est que la formation du gouvernement lui-même, c'était un défi qu'il fallait relever. Un gouvernement où le président voulait voir un nombre significatif de femmes, un nombre significatif de jeunes. Je ne trahirai pas ici le secret d'État en disant que la feuille du Premier ministre, la copie, a été remise au moins 3 fois parce que le président n'était pas toujours satisfait du niveau de représentation des femmes et du niveau de représentation des jeunes. Aujourd'hui, on peut le dire, ce n'est pas suffisant, mais approcher le 20% pour les femmes au gouvernement, c'est pour la première fois depuis 1960. Avoir une femme ministre d'État des Affaires étrangères, c'est pour la deuxième fois après Ekila Lyonda. Avoir une femme vice-premier ministre aujourd'hui dans le gouvernement, c'est pour la première fois. Mais j'allais ajouter aussi que le président a pensé aux Congolais en disant on ne peut pas reconstruire le Congo sans former les Congolais. La gratuité de l'enseignement. Et le président a pensé aussi à la formation professionnelle, puisque depuis les années 60, quand on a formé nos parents à construire les caniveaux, les maisons, à réparer les véhicules, on n'a plus jamais formé cette main-d'œuvre. Et c'est ce spectacle désolant que vous voyez aujourd'hui, quand on doit construire nos routes, pour mélanger le béton, les Chinois doivent venir avec les Chinois. Nous voulons mettre fin à cela. Nous avons des jeunes qu'on peut former rapidement et qui peuvent faire ce travail. Nous allons former les jeunes pour que le sol ici, qui est très riche et fertile, estimé aujourd'hui à 120 millions d'hectares, capable de nourrir des milliards d'individus, résorber deux fois le déficit alimentaire mondial avec les bras des Congolais bien formés pour produire de nourriture. Mais aussi, nous voulons que les minerais du Congo ne soient plus exportés à l'État brut. Ils doivent être transformés sur place pour la valeur ajoutée et donner du travail et profiter d'abord et avant tout aux Congolais. Les autres questions, vous allez les poser, mais je voulais terminer en disant le président Félix Tshisekedi, une fois investi, n'a pas croisé les bras, il a dit nous devons répondre quand même aux besoins des populations congolaises. D'où le programme de 100 jours. Je crois que c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Notamment. Le président a cohabité avec les ministres 100% FCC. Les gens ne se souviennent pas ça assez, puisqu'il n'a pas attendu. Pendant 6 mois, nous avons travaillé avec les ministres 100% FCC et on a démontré qu'il n'y a pas de mauvais et de bons d'un côté.
nous sommes tous Congolais. Comme et quand le système est mis en place, et quand il y a une volonté affichée, d'abord par les chefs, tout le monde peut travailler. Et nous avons fait des choses en peu de temps que le même ministre qui était au même poste n'ont pas pu faire avec plus de moyens. Voilà le miracle que nous appelons le miracle de Félix Tshisekedi. Voilà, ça c'est pour... Vous avez brossé tous les aspects positifs, mais maintenant il y a des aspects négatifs qui font craindre le pire pour la suite. Et je repose ma question, est-ce qu'on peut résumer aussi l'an 1 de la tendance démocratique avec, par les échanges courtois, entre guillemets, d'abord du président de la République à l'égard de la coalition et ensuite de la présidente de l'Assemblée nationale qui a rappelé certains principes de la Constitution? Oui, nous sommes dans ce qu'on appelle une œuvre humaine. Vous savez que la route qui mène vers l'espérance n'est pas une ligne droite, elle est jonchée d'obstacles, je dirais même, mon père me disait, c'est une ligne brisée. Mais la capacité des hommes d'État, la sagesse, l'intelligence, justement, c'est de savoir contourner les obstacles. Les FCC et CACH ont eu beaucoup de réunions. Nous avons même un comité de suivi que nous avons mis en place, qui travaille. Les deux autorités morales se sont fréquentées plus de 6 fois, chacun allant vers l'autre, dînant ensemble et discutant de la façon dont il faut encadrer cette première année fragile de cette coalition. Ça ne devait pas être facile, c'était une expérience inédite dont nous n'avions pas de précédents ou de brouillons ou de ratés dans le passé sur lesquels nous devions nous référer pour dire bon, nous allons corriger ceci, cela. Donc nous sommes les premiers cobayes à commencer cette coalition. Et moi je pense que la démocratie africaine, ça n'engage que moi. Nous devrions cesser d'avoir des situations où les gagnants gagnent tout, ils écrasent les perdants, et c'est ce qui a toujours été à la base des guerres, et où les perdants perdent tout et ils se retrouvent dans la brousse pour créer une rébellion. Depuis 1960, c'est pour la première fois que nous terminons les élections sans création de rébellion. Et puis de vous rappeler rébellion de Moulélé, je ne vais pas parler de CNDP, je vais vous rappeler M23, je vais vous rappeler RCD, MLC. Donc à chaque grande échéance qui porte espoir, chez les Congolais, il y a une rébellion qui prend naissance. C'est pour la première fois qu'on franchit le cap de l'an 1 sans que l'on prenne qu'il y a une rébellion qui vient de naître dans un coin du pays. Et nous croisons les doigts et nous allons travailler pour que ça n'arrive pas. Je reviens à ma question. Est-ce que les propos entendus ces derniers jours, d'abord du président qui ne semblait pas content de la coalition, puis de Madame Mabunda, peuvent faire craindre le pire pour la suite? Non, moi je suis optimiste de nature. Et c'est le contraire qui allait d'ailleurs étonner. Comment on peut faire une année sans avoir de petits incidents, de grands incidents? Ça doit arriver même dans votre famille, monsieur Lusakoueno. Il arrive que vous ne vous entendez pas avec votre frère, mais ce n'est pas pour autant qu'il cesse d'être votre frère. Vous devez trouver les voies et moyens, les parents doivent intervenir pour vous ramener au bon sentiment. Donc, nous avons suivi des propos de part et d'autre. Mais quand le président de la République, il ne faut pas créer la confusion dans les têtes de vos auditeurs. Il faut être précis. Je sais que vous êtes en train de parler des déclarations du président à Londres. C'est de cela qu'il s'agit. Tout à fait. Très bien. Le président a pris l'habitude, et moi je l'encourage. C'est une marque de fabrique signée Félix Tshisekedi. Ça ne pouvait pas être autrement, parce que c'est le peuple d'abord. Partout il passe, que ce soit à Kinshasa, il a l'habitude de s'arrêter même devant la porte de la cité de Loïa. Il y a les gens qui touchent même les cortèges, des choses que vous ne voyez pas ni à l'époque de Mobutu, ni de le papa Laurent Désiré Kabila, ni de Joseph Kabila. Vous approchez le cortège où on vous chasse, vous êtes à 20 mètres. Il est à côté du peuple. Donc lui, il s'adresse au peuple. Et là, il a dit qu'il devait rendre compte de la redevabilité. Voilà encore quelque chose auquel les gens n'étaient pas habitués. Partout il passe, il rencontre. Voici comment les pays avancent, mais je rencontre des obstacles. Si ces obstacles continuent, je vais les faire sauter moi-même. Il n'a pas dit à Londres, moi je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'a jamais dit. Il a dit, si on m'amène par la ruse ou de façon inconsciente à ne pas réaliser, concrétiser ma vision
qui consiste à mettre avant tout l'homme congolais au centre de toute bonne action, parce que je voulais laisser des traces indélébiles, je vais recourir à mes prérogatives constitutionnelles. Qui sont notamment la dissolution. Mais pourquoi on a mis ça dans la Constitution? Évoquer la dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas un délit, n'est pas une faute, ne peut pas conduire à la présidente de l'Assemblée nationale de dire nous pourrons même aller jusqu'à la mise en accusation. Ici, Christian, je voudrais que l'émission d'aujourd'hui soit une émission d'apaisement. Je voudrais apaiser tout le monde avec ma petite expérience de l'ancien président de l'Assemblée nationale pour dire que cette Chambre, à la fois que nous reconnaissons que la fonction du président est mythique, la Chambre basse aussi qui est le creuset de la démocratie devrait être aussi mythique. Et le comportement des députés et surtout de la première d'entre eux devait être exemplaire. Il faut faire attention, il ne faut pas jouer le feu. Donc aujourd'hui, cet incident appartient au passé? Non, je ne dis pas que ça appartient au passé. J'insiste et je persiste que l'on doit respecter le président de la République. Il incarne 90 millions d'âmes et de Congolais. On doit savoir qu'à cette fonction-là, on est garant de la paix, on est garant de la nation. Et je dois ajouter pour terminer que le président n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Et il n'appartient pas, sur le plan déontologique, même si tel n'était pas le cas, même dans un ministère, un directeur de cabinet ne peut pas recadrer un ministre. Dans un gouvernement, un ministre ne peut pas recadrer un premier ministre. À ce moment-là, le premier ministre, s'il n'est pas content, il démissionne. Et donc, n'essayons pas d'ajouter de l'huile au feu. Nous allons tout simplement inviter Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de comprendre qu'il y a des lignes qui ne faut pas franchir. C'est ce que j'avais appelé hier la ligne rouge. Mais ça ne doit pas susciter la peur, ni dans les cœurs, ni dans les têtes. C'est pour que nous puissions nous donner des conseils mutuellement. J'étais président de l'Assemblée nationale. Je sais combien j'ai souffert. Elle a la chance. Il y a un comité de suivi des deux familles politiques. Mais moi, j'ai géré cette Assemblée nationale pendant que les MLC, les RCD, en permanence cherchaient comment vous rendre la vie difficile. Vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais on a fait en sorte que l'on soit le président de l'Assemblée nationale et du MLC, et du RCD, et du PPRD qui était mon parti de l'époque. C'est le conseil que je peux donner à Mme Janine Mabunda. Elle doit cesser de s'afficher derrière le secrétaire permanent du PPRD et elle doit cesser même de participer aux réunions de PPRD. Moi, on m'avait demandé de le faire. J'ai dit au président de la République, je ne le ferai pas. Je suis président de l'Assemblée nationale, la deuxième institution de la République démocratique du Congo. Je ne peux pas m'afficher derrière un secrétaire général ou secrétaire permanent du parti. Qu'on laisse Madame Mabunda à son niveau, que sa famille politique ne malmène pas. Nous savons qu'il y a beaucoup de héros dans l'ombre qui ne compliquent pas cette coalition, de part et d'autre. Hein, donc je n'ai pas aucune famille politique. Je vais faire appel à tous ceux qui veulent que les choses avancent, de constituer une sorte d'union sacrée, de volontaires de la nation, pour que les Congolais, sous le leadership de Félix Tshisekedi, avec les chemins, l'espoir maintenant, nous puissions arriver à l'espérance. Le peuple congolais attend de nous beaucoup de choses. Alors on va essayer d'aller très vite, il nous reste 1 heure. Pour poser les questions, quand je dis qu'on va essayer d'aller très vite, parce que M. Kamere prend souvent beaucoup de temps pour répondre aux questions. Israël Moutala, 7sur7.cd. Vital Kamere, vous avez dit tout à l'heure que évoquer la dissolution, c'est constitutionnel. Est-ce que évoquer la destitution, la mise à accusation du chef de l'État n'est-elle pas constitutionnelle? On n'a pas évoqué. Là, on n'a pas évoqué la mise en accusation. Ça ne participe pas d'un débat républicain. D'abord, il faut se poser, quand on prend la parole et quand on est responsable, la première question qu'on se pose, qu'est-ce que je veux dire? Deuxième question, est-ce que c'est opportun? Troisième question, dans quel contexte je dois le faire? Est-ce que, d'après vous, je vous retourne la question, cette sortie médiatique
qui ne s'inscrivait dans aucun contexte justifiable. Il y avait les propos du président à Londres, justement, il fallait aussi parfois... Ah oui, d'accord. D'après vous, c'est Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour répondre au Président de la République. Du jeu républicain. Absolument. Quand on est dans les institutions, on n'est pas opposant. Qu'un citoyen simple le fasse, qu'un chef de l'opposition, un membre de l'opposition le fasse, ou même de la coalition, autre que chef d'institution, ça peut être acceptable. Et encore, que quand vous parlez, vous devez d'abord écouter l'autre avant de répondre. Mais vous êtes des journalistes, ça m'étonne. Est-ce que vous, je vous pose la question, et Christian Lusako est à Londres, est-ce que le président Tshisekedi a dit que je vais dessous de l'Assemblée nationale? Non, c'était une hypothèse. Mais elle a répondu, c'est pas cette hypothèse, elle a dit, elle a manifesté justement les caractéristiques d'une crise persistante et comment ça peut arriver. Et puis elle a mis en relief la destitution, qui est aussi une possibilité constitutionnelle. Mais pourquoi vous vous en émouvez comme ça? Ah bon, je ne sais pas si vous me posez la question, je réponds, vous dites que les gens ne m'émouvent pas. Non, vous vous émouvez par rapport aux propos de Mabunda, justement, parce que qui c'est a un dit débat ça? républicain. Qui vous a dit ça? Parce que vous avez dit qu'elle a franchi une ligne rouge. Mais voilà. Mais quand on dit qu'on a franchi une ligne rouge, c'est ça, c'est mouvoir. Ouais, vous vous émouvez. Je crois qu'il faut revoir les dictionnaires. Je suis directeur du cabinet chef de l'État, je suis le gardien des prérogatives du chef de l'État. Donc, quand je sens quelque part que quelqu'un a dépassé les bornes, il est de mon devoir, après en avoir reçu l'autorisation du président de la République, de rappeler à la personne quel est son niveau exact dans la hiérarchie des institutions de la République. Nulle part où la Constitution permet à quiconque de recadrer le président de la République. Est-ce que dans le contexte passé, Mabunda serait encore en train de parler en ce moment? Mais justement, c'est parce que le contexte a changé. C'est parce que le contexte a changé, justement. Vous n'avez pas la majorité. Vous posez des questions, c'est moi qui réponds. Ou alors nous changeons, moi je vous les pose, vous répondez et nous avançons. Je pose seulement la question. À l'occasion de cette ouverture démocratique, il ne faut pas que ça devienne... ils sont des jungles dans la démocratie. Ma liberté commence, cette émission là commence la vôtre. Ma dignité, la vôtre, la sienne, ça compte. Donc, elle ne pouvait pas se permettre ça à l'époque. Elle le sait très bien. Et même maintenant, si elle ose le faire contre son autorité morale, elle ne va pas rester 24 heures là où elle est. Le président Félix Tshisekedi, il est tolérant, il est démocrate, mais il ne peut pas accepter n'importe quoi. Donc, elle a franchi la ligne rouge, il n'y aura pas de sanctions, on passe l'éponge? C'est pas moi qui décide des sanctions. Nous sommes des responsables, nous sommes des leaders, nous voulons que notre pays aille de l'avant. Vous attendez des excuses publiques, ça vous arrangerait? Ça, je ne suis pas là-dedans. Laissez-moi terminer, vous avez posé la question. Je connais je connais votre ruse ici chez Top Congo, mais vous n'allez pas me voir là-bas. Je voudrais dire ceci, notre rôle maintenant, c'est de part et d'autre de jouer pour qu'il y ait apaisement. Ça, c'est un. Deux, pour que nous tirions les leçons de cette bourde, que ça ne se répète plus. Maintenant, quant aux sanctions... tirer des ficelles qui sont dans l'ombre que vous avez dit. Est-ce que vous les avez identifiées? Qui tire les ficelles, qui pousse Mabunda justement à outrager de l'État? Moi, je croyais que Top Congo, qui est suivi à travers le monde entier, à travers notre pays, vous savez très bien la configuration de toutes les familles politiques ici, et vous nous connaissez très bien. Ici, chez vous, vous m'appelez les pacificateurs, donc je considère humblement que je fais partie de Colombe. Mais il y a d'autres, et vous le savez, ça existe. Alors, nous faisons cette union sacrée des volontaires de la République qui veulent faire avancer la République, et on va de l'avant, et on est tolérant vis-à-vis des radicaux. Éric Ambago, je crois que le dossier Jali Mabunda, pour terminer l'heure, on va le clôturer ici. Programme des 100 jours, gestion d'un pays sans gouvernement, Éric Ambago, Top Congo FM. Vital Kamerhe, pourquoi vous avez été l'ordonnateur délégué pendant la gestion des travaux des 100 jours chef de l'État? C'est faux d'abord ce que vous dites, parce que le ministre Yav avait toutes ses prérogatives en tant que ministre des Finances, le ministre d'État Kangoudia avait toutes ses prérogatives en tant que ministre de budget, et chaque ministre sectoriel à l'époque pour les travaux publics, c'était Tom Paeli, donc on n'a pas de gouvernement. Mais le gouvernement Tibala est démissionnaire, on fait comment? Mais on travaille avec ceux qui sont là, au nom de la continuité des affaires de l'État. Tout devait être validé par vous? Validé par vous? Oui, ça j'ai dit et je le confirme avec force.
Et donc, on ne devait pas laisser un vide dans le pays. Ça vous aurait arrangé qu'on ne construise rien, qu'on n'assiste pas les gens qui étaient en détresse. Donc aujourd'hui, quand on parle de surfacturation, on doit vous poser la question au lieu d'aller vers le... Posez-moi la question sur la surfacturation. Ça m'arrange. Tous les projets, le montant total était de 492 millions, 100 000 ports de Calémie. Et pour le reste, je peux vous répondre point sur point. D'abord, tous les projets, c'était des projets qui avaient déjà été soit commencés, soit déjà adoptés suivant la procédure de l'appel d'offres. Ce sont des projets qui étaient dans les tiroirs. Le président Félix Tshisekedi n'a rien inventé. C'est sa volonté tout simplement de vouloir faire qui étonne tout le monde. Mais la route Kulumba, qui part du côté de Transco et qui vient sortir vers Pelende. Mais cette route existait, elle avait été réhabilitée à 10% par Forest. Pelende, 0%. Le président Tshisekedi a demandé, qu'est-ce qu'il vous faut? On regarde les papiers qui étaient au ministère du budget, et le ministre du budget était là, le ministre des Finances était là, c'est autant. La route est terminée, le pont il est terminé, l'avenue Luambo Makiadi, Kassavubu, Bokassa, on appelait ça Bokassa à l'époque, oui. Bokassa. Cette avenue existait, vous la regardiez. Qui a été réhabilitée, mais aujourd'hui il y a des nids de poules quelques temps après, donc les travaux n'ont pas été effectués sur les règles de l'art. Ça, c'est pas un problème. C'est moi qui réponds à la question. Les nids de poules se trouvent dans la partie qui avait été asphaltée, qui avait été faite avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Alors je vais vous inviter d'aller sur l'avenue Bokassa et me montrer les lignes de poules parce que nous sommes allés au-delà des attentes des Quinoises et Quinois. On a mis du béton, comme Maman Zouzou Mbombo l'avait fait à l'époque sur l'avenue Kassavubu, et cette avenue continue à exister jusqu'à aujourd'hui. L'avenue de l'université, même s'il y a eu éboulement à Livoulou, mais cette avenue avait déjà été attribuée à quelqu'un qui avait touché 5 500 000 $ américains. Et vous vous rappelez encore le gouverneur de l'époque, que je salue en passant, quand il avait dit, mais Mbokozan a chance de Liboulou Mazengele. Vous avez oublié ça? Mais à cet endroit-là, Félix a mis du béton pour qu'il n'y ait plus de Liboulou Mazengele. Et cette avenue est totalement réhabilitée jusqu'à la chapelle de l'université de Kinshasa. Mais je peux vous citer des milliers, l'avenue du commerce est totalement bétonné aujourd'hui. Quand nous prenons à Kinsuka ici, il y a de nouvelles avenues, même l'avenue Koutou, l'avenue de l'école totalement réhabilitée, le saute-mouton qui sera inauguré le 30 janvier pour votre information, parce que c'est attendu par les Quinoises et les Quinois. On peut vous parler aussi des routes de l'intérieur du pays. Il n'y avait pas Kinshasa, il y avait OVD et Office de route. Soit dit en passant, les directeurs de l'OVD, directeur général, le directeur général de l'Office de route, étaient associés et à la conception et à la réalisation. Réveiller des entreprises publiques de l'État qui étaient considérées déjà comme des canards boiteux, où les agents étaient impayés, et nous disons, nous donnons les marchés d'abord aux entreprises de l'État, et ils ont montré leur savoir-faire, et ces entreprises ont fait des soumissions auprès d'autres entrepreneurs. On s'en compte que la planification n'a pas été respectée, les travaux durent longtemps, il y a décaissement, vous dites 492 millions de $, mais sur le terrain, on ne voit rien de ces 492 millions de $ américains. Je vais vous dire, et j'aime bien cette question, d'abord, au niveau du décaissement, c'est-à-dire le taux de réalisation financière, c'est 64%. C'est-à-dire, c'est 64% de ces 400 millions qui avaient été débloqués jusqu'à ce jour. Mais au niveau des réalisations, je pense que les auditeurs veulent savoir. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est la redevabilité. Nous sommes transparents. Nous voulons dire au peuple ce qui s'est fait. Et ça s'est fait avec combien d'argent? Aujourd'hui, de 64%, vous n'avez qu'à multiplier ces 492 moins 70, vous aurez le chiffre de l'argent qui est sorti, et le taux de réalisation physique est de 70%. C'est pour la première fois qu'on voit ça ici dans notre pays. Pourquoi? Parce que quand l'OVD fait la soumission des marchés auprès des autres prestataires, ces derniers, pour avancer, et sur l'impulsion du président Félix Tshisekedi, qui voulait voir les travaux avancer vite, il y en a qui ont préfinancé les travaux. Dont nous parlons, il n'y a pas de facturation. L'État
doit aux opérateurs économiques, aux entrepreneurs de l'argent. Et si vous en doutez, allez au ministère des Budgets, au ministère des Finances, vous verrez qu'il y a des papiers qui traînent là-bas, des impayés, des gens qui ont terminé. Nous avons fait 119 écoles à travers le pays, plus de 45 centres de santé. En moins d'une année, dites-moi. Des marchés de gré à gré. Marché de gré à gré, je pense qu'on n'a pas suivi. Qui règle une certaine opacité aussi. Ce que j'aime bien chez nous, au Congo, et que nous devons, c'est une sorte d'antivaleur que nous devons combattre aussi, c'est que quand quelqu'un sur la toile écrit quelque chose, même un journaliste de renom comme Thierry Ambagoul est incapable de dire que est-ce que je peux vérifier? Monsieur Kamere est quand même là, vous êtes accessible à monsieur. Mais on vérifie, mais les documents, il y a du mal à avoir accès à l'information auprès de vous. Attendez. Vous avez les documents de l'office de route, il est là. Je vais vous les donner à la fin. Vous avez l'OVD là, je vais vous donner à la fin. Et tout ça se trouve en ligne. Et donc, de gré à gré, ça n'existe pas. Ce sont des marchés qui existaient, et je l'ai dit au début de cette émission, sous le président Kabila. Les écoles, ce sont les écoles que le ministre Matata avait commencé, que nous sommes venus terminer pour les îles. Elles étaient presque terminées, d'autres à moitié terminées. Moi, je suis un homme sincère. Et d'autres n'avaient jamais connu un début d'exécution. L'hôpital de Manono, un grand hôpital, mais il était presque à la fin. Nous n'allons pas dire que c'est l'œuvre à 100% du président Félix Tshisekedi. Tout n'est pas 100 jours alors. C'est 100 jours, puisque quand vous venez, c'est comme ça que c'est qu'on construit un pays. Joseph Kabila a posé sa brique, le président Félix Tshisekedi vient poser sa brique, mais chacun avec sa touche. Je suis d'accord au nom de la continuité de l'État. Les journalistes que nous sommes sont partis à la source. L'accord qui est pris entre le gouvernement et les entrepreneurs était versement de 60% à la fin des travaux, versement du solde. Aujourd'hui, pourquoi tout est bloqué? Versement de quoi? 60% au début des travaux. Vous avez parlé de financement par les et puis à la fin des travaux. À la fin des travaux, le solde. Aujourd'hui, vous dites 70%. Donc les 30%, le gouvernement reconnaît ne pas les avoir versés encore, parce qu'il attend la fin des travaux. Qu'est-ce qu'attendent les entrepreneurs pour terminer ces travaux? Les entrepreneurs sont totalement asphyxiés. Ils ont préfinancé. Mais il ne faut pas oublier, puisqu'il faut que nous soyons sincères aussi. Entre-temps, nous sommes entrés en discussion avec le Fonds monétaire international. Mais nous étions en discussion depuis longtemps. Il ne faut pas dire qu'un mois après l'arrivée du gouvernement ici de l'Assemblée nationale, il faut mettre ici le crédit de ce gouvernement, la réussite des discussions avec le Fonds monétaire international. On avait commencé avec le ministre Yav, le ministre qui était là à l'époque, et d'autres qui sont venus, chacun a donné le meilleur de lui-même, y compris le ministre du gouvernement Ilunga. Et donc, il y avait des conditionnalités. Et quand M. Kamere travaillait sous le leadership du président Félix Tshisekedi, je ne pouvais pas faire 2 semaines sans faire le point avec les représentants résidents du Fonds monétaire international, pour être sûr, pour démontrer qu'il est possible, tout en étant en programme avec le Fonds monétaire international, de privilégier le social, puisque nous refusons, nous, le Félix Tshisekedi et moi, nous disons non. Si pour avoir un programme avec une institution financière internationale, il faut d'abord que les Congolais deviennent encore plus pauvres qu'avant, nous disons non. Voilà pourquoi je m'insurge contre cette gestion où on fait plus attention aux attentes de l'extérieur qu'aux attentes du peuple congolais. Oui, mais l'inverse devait être justement les réflexes du ministre des Finances, du ministre de l'Économie, du Premier ministre. C'est d'abord, oui, les conditions sont des conditions, nous les avons remplies, mais le FMI ne vient pas gérer à votre place. C'est nous qui gérons la République, c'est nous qui définissons nos priorités, c'est nous qui disons, nous savons que nous devons suivre les agrégats macroéconomiques, que nous avons résolu beaucoup de problèmes. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de finance qui est quand même celui qui doit veiller au respect de l'utilisation. Non, il faut pas. Doit sortir ces 40%. Non, c'est une question. Non, je voudrais justement répondre à votre question. Il ne faut pas non plus trop surcharger le ministre des Finances. C'est le gouvernement. Il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Même la plus belle forme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais c'est que nous voulons que la définition des priorités des dépenses soit transparente. Et ça s'est fait au comité de conjoncture chez le Premier ministre. Et désormais, nous allons suivre ça à la loupe. Pour qu'ensemble, nous disions, nous avons peu de moyens. Qu'est-ce que nous pouvons faire à la fois pour rencontrer les attentes du peuple congolais,
mais ne pas aussi faire sauter le programme avec le Fonds monétaire international qui va nous rapporter au cours de cette année 1,5 milliard ou un peu plus. Mais ce que je sais est que le président de la République, tout en n'étant pas en programme avec le Fonds monétaire international, nous avons obtenu de la Banque mondiale 1,5 milliard de dollars américains. Nous avons obtenu de la BAD 100 km. Encore sous condition. Hein. C'est pas non, encore, il n'y a pas de conditions. Les 380 millions, les premiers sont sortis. Il faut bien lire les conseils d'administration pour le Fonds monétaire s'est réuni. Là, c'est clair, les 368 millions de dollars, nous les aurons. Cela, oui. Le Banque mondiale, oui aussi. C'était un engagement ferme de la Banque mondiale pour aider dans le secteur de la gratuité de l'enseignement primaire. Et donc, nous avons reçu de la BAD 100 km de voirie pour la ville de Bukavu. Nous avons reçu de la BAD les études de faisabilité pour Inga 3. Nous avons reçu de la BAD le financement bientôt de 4800 MW. Est-ce que vous vous rendez compte en peu de temps ce qu'un homme peut faire alors que en 1982, quand Inga commence, nous étions autour à moins de 300 MW. Et en 82, c'est la dernière fois que le maréchal Mobutu a donné l'impulsion à Inga et nous étions avec un accroissement de 1600 MW. Mais aujourd'hui, c'est un potentiel de 44 000 MW. Félix Tshisekedi, en moins d'une année, va commencer un vaste projet pour ajouter 4 800 MW. Mais son ambition est d'aller à 11 000 MW. Est-ce que ce n'est pas une bonne vision pour la République? Aujourd'hui, quand il y a des problèmes entre l'Éthiopie et l'Égypte autour du barrage conduit le plus grand d'Afrique, c'est un barrage de 3 700 MW. Nous devons avoir honte, nous qui avons un potentiel important. Et quand Félix vous dit ça, vous devez vous dire quand même notre pays, les ambitions commencent à s'afficher. Et c'est cela que nous voulons. Un grand Congo qui reconnaît sa place au cœur de l'Afrique, qui va impulser à la fois et la paix dans la région et le développement. Si le Congo se lève, tous les autres pays vont se lever. Le Rwanda peut devenir le Singapour peut-être, et le Congo la Chine, l'Angola le Japon, et ainsi de suite. Donc nous pouvons ici, autour de cette sous-région, créer des pays où il fera beau vivre et personne ne va agresser personne. Parce que chacun aura la prospérité chez lui, et c'est ça la solution à l'insécurité, la paix dans l'ensemble de la région. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Monsieur Vital Kamerhe, le problème de la République démocratique du Congo, que je sache, n'a jamais été l'ambition. Parce que quand vous lisez même les discours des précédents dirigeants, ils étaient toujours aussi ambitieux que ceux des dirigeants actuels. Mais le problème, c'est comment vous faites les choses. Puisque vous avez parlé de redevabilité, vous avez affirmé que vous avez été autant transparent concernant le programme des 100 jours. Pourquoi vous n'avez jamais rendu compte à la population? Pourquoi même la conférence de presse annoncée par la présidence de la République, lorsqu'il y a eu toutes ces polémiques autour de la gestion du programme des 100 jours, n'a jamais eu lieu? Merci beaucoup. Vous savez, rendre compte au peuple, c'est pas nécessairement à travers les conférences de presse. Ça c'est fait. Nous le disons, on fait des reportages, nos journalistes comme on dit, accrédités à la présidence le font. Mais pour bien rendre compte à la nation, je crois que c'est à travers la Chambre basse. Et voilà le travail de l'Assemblée nationale. On a adopté le programme du Premier ministre Ilunga Ilunkamba depuis le 6 septembre. Moi, je serai à la place de Mme Jali Bamunda. Je ne ferai pas de déclaration pour recadrer le président. J'appellerai le Premier ministre, comme moi je l'avais fait avec Gizenga à l'époque, pour me dire, tiens, nous avons adopté le programme ici. Chez moi, à Bumba, vous allez construire je ne sais pas quoi. Chez tel, vous allez faire ceci, tel député. Puis ce sont des représentants du peuple là-bas, dans cette chambre. Dites-nous où est-ce que vous en êtes. Où sont les ponts que vous nous avez promis? Où est l'amélioration de telle ou telle situation? Et là, les choses vont marcher. Si je parle de redevabilité, oui. C'est juste... Je vais prendre un exemple pour l'illustrer. Oui. La seule fois qu'on a entendu le coordonnateur des programmes des 100 jours s'élever pour apporter des précisions concernant l'utilisation des fonds alloués à ces programmes, c'est lorsque l'ODEP a sorti un programme qui vous a chargé. Avant cela, il n'y a rien eu comme information. Et vous le dites le plus sérieusement du monde. Un programme qui vous a accusé. Je suis très content. Et alors, vous allez montrer cette copie que je vais vous laisser aux amis de l'ODEP et ils vont me dire où est-ce qu'ils ont été chercher leur... Peut-être qu'on le filme bien. C'est cette caméra-là?
Alors, vous verrez bien le montant. Je vous ai fait la synthèse du programme. Le montant total, c'est 492 100 614 dollars américains. Et je vous ai dit, le taux de réalisation financière est de 64%. Et je vous ai dit que le taux de réalisation physique est de 70%. Alors, quand l'ODEP dit, il nous surcharge. Et l'ODEP, j'ai noté qu'il a parlé de 180 millions d'un marché de gré à gré. Il a tort d'avoir raison ou raison d'avoir tort. Pourquoi justement les 180 millions de dollars américains, je vais vous les souligner parce que quand vous regardez cette autre fiche, c'est une très bonne question. Et là, ça nous permet de Ces tableaux ont été montés, confectionnés par la présidence de la République. Pas par la présidence de la République. Pas par la présidence de la République. Par la présidence de la République et les ministres sectoriels. Voilà, c'est ce que vous devez savoir et vous allez le vérifier. Là-dedans, quand ils disent marché de gré à gré, c'est les 180 millions de dollars de Perenco. Voilà un opérateur économique que nous avons accablé pendant longtemps, nous tous de l'opposition comme de la majorité. Comment on peut prendre du pétrole à Mwanda, dans les bas Congo, Congo central, et que les gens de Congo central se retrouvent dans la pauvreté? Comment on peut prendre du pétrole à Mwanda et que Mwanda se retrouve dans le noir? Et eux se proposent, après bousculade, de dire ok, nous amenons 180 millions de dollars américains pour construire un barrage à gaz qui va donner non seulement du courant totalement à Mwanda, Boma, Matadi, mais une partie de cette électricité va être transportée pour aller suppléer au déficit au Katanga. Et donc ça, vous appelez ça marché de gré à gré. Je reviens, monsieur. Et il a son argent, si vous le permettez, il vous l'apporte, il vous dit, je vais vous construire le barrage. Et nous allons dire, non monsieur, nous sommes dans les modalités pour faire aboutir ça. Le président Monsieur Kamere, je reviens si vous le permettez. Il a visité les installations de Perenco et il n'a pas été très tendre avec eux. Il a dit, même si vous allez construire le barrage, moi je ne suis pas encore convaincu que la manne pétrolière profite aux population du Congo central. Monsieur Kamere, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je reviens au programme des 100 jours avant de passer peut-être à la composition du cabinet du président de la République parce que ça fait partie de ce chapitre. Ça vous intéresse aussi? Oui, absolument. Très bien. Allons-y. Voilà. Est-ce que vous voyez la souffrance de la population à Massina, des bonhommes, Mokali, à Pascal, ces gens qui souffrent à cause des embouteillages pour des travaux qui ne se font pas? Je vous entends parler avec une certaine, un certain relâchement, alors que les Congolais souffrent au quotidien. Les embouteillages ont accru à Kinshasa suite aux travaux des sautes-moutons qui ne se font pas ou presque partout à travers le pays, la ville. Vous savez, messieurs les journalistes, quand vous posez une question, il faut faire aussi attention. Parce que quand vous affirmez dans votre question des choses qui sont fausses, elles peuvent être de nature à révolter aussi la population. Quand vous dites que les travaux ne se font pas, puisque les travaux ne se font pas, donc il n'y a pas d'embouteillage, donc la route est restée telle que le président Kabila avait laissé. Je parle des chantiers qui sont à l'arrêt. Ah, les chantiers à l'arrêt. Là, vous avez évolué. Je peux citer Bitabé. Oui, d'accord, vous avez évolué. Très bien, mais c'est bien. Mais pour faire passer l'ancien boulevard Lumumba des 2 bandes ou 3 bandes à 8 bandes. On a attendu combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi, s'il vous plaît. Les sautes de moutons là, l'inauguration finale était prévue le 25 décembre. Mais les derniers paiements pour l'OVD et l'Office de route, et je le connais par cœur, datent du mois de septembre à la suite de la programmation que le Premier ministre avait faite. Le montant total, 8 millions de dollars. 5 millions pour l'Office de route, sur lesquels on a défalqué 1 million pour sauver Grand Malik, quand nous avons, nous la présidence, crié en disant non, attention, il faut faire attention, si on laisse cette érosion évoluer, on va dépenser plus qu'1 million. De l'Office de route, il reste avec 4 millions. 3 millions pour l'OVD. Et les besoins affichés par l'OVD et l'Office de route étaient respectivement, je crois, de 28 millions et de 20 millions autour de ces chiffres-là. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. D'ailleurs, moi, je les félicite. Puisque quand on disait aux Congolais
qu'on va fabriquer des rampes, on va fabriquer des bétons armés dans les laboratoires français, les transporter dans les navires jusqu'à Kinshasa pour éviter les aventures de l'époque où cette histoire de passerelle était tombée sur les gens. Mais moi, aujourd'hui, quand je vois que Kisuka est terminé, et quand, c'est pas terminé. On a annoncé que le chef de l'État... Les 30 jours, mais mon frère, il faut aimer votre pays. Quand il y a un changement, il faut le saluer. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Il y a un président qui vient sans gouvernement et il fait ce qu'il est en train de faire. Kisuka sera inauguré le 30 janvier. S'il n'est pas inauguré, vous m'appelez M. Camero, où est-ce que vous êtes passé? Vous étiez déjà là la dernière fois. Oui, mais c'est terminé. Les sautes moutons est terminé. Parlons des chantiers qui sont à l'arrêt. Laissez-moi continuer. Mais laissez-moi continuer. Je vous en prie. Quand vous passez réellement sur Sosibat, vous ne voyez pas cet état d'avancement des travaux. Alors quand vous arrivez sur Mandela, attendez, mais j'évolue. Quand vous arrivez sur Rond-Point Mandela, vous allez dire vraiment avec tous les sérieux du monde que les travaux ne se font pas. On peut aller à Tchangou maintenant? Oui. Quand vous allez sur des bonhommes, vous allez dire que les travaux ne se font pas? J'y étais. Les travaux se font et suffisamment avancés et d'attendre qu'un dernier coup. Ce que vous ne savez pas, c'est ceci. Je vais vous donner une information que vous n'avez pas. Et je serais content que vous invitiez à la fois les DG de l'Office de route et de l'OVD. Les bétons pour les sautes-moutons, pour sécher, c'est 45 jours, monsieur. Même si vous voulez continuer les travaux, vous devez attendre, il y a une date qu'ils ont donnée, je crois autour du 5 février, ils vont mettre la dernière rampe. Mais pourvu que les finances aussi suivent. C'est bien que vous posiez ce genre de questions pour y répondre. Mais construire les sautes-moutons ne suffit pas. C'est comme ça que dans le cas du programme de 100 jours, nous avons prévu la commande de bus pour renforcer Transco qui vont venir. Parce que vous avez beau construire des routes, les gens de Massina marchent à pied même quand il n'y a pas d'embouteillage. Ce ne sont pas les gens qui marchent, les pauvres là qui marchent à pied, qui sont dans les embouteillages. C'est vous qui avez des voitures, nous qui avons des voitures, que nous plaignons. Et nous voulons nous cacher derrière la population, disant oui, la population souffre des embouteillages. Non, c'est nous, les gens de voitures. Est-ce que vous avez déjà acheté des bus à la population pour dire qu'elle souffre d'embouteillage? Moi, je crois que c'est ce que vous allez me demander. Oui, que M. Kabere, qu'est-ce que vous attendez pour acheter des bus à la population, les trains urbains? Voilà ce qu'on attendait de vous. Je reviens à la composition du cabinet du président de la République et à tous les scandales qui ont caractérisé également l'an 1 du président, l'affaire 15 millions, la taille du cabinet du président de la République. Et oui, on en a beaucoup parlé aussi. M. Kamere, directeur de cabinet, qui s'est fait passer au rang de vice-premier ministre alors que le directeur de cabinet du précédent mandat ou du précédent avait rang de ministre d'État. Est-ce qu'on avait besoin d'un personnel aussi important qui va englober un budget aussi important pour accompagner le président de la République? Commençons par la fin. Monsieur Kamere qui s'est fait passer. Donc je ne me suis jamais fait passer au rang de vice-premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le président de la République qui a estimé, lui-même en âme et conscience. Je suis son partenaire, monsieur. Tout en étant son directeur de cabinet. Nous avons signé l'accord de Nairobi avec le président. Je suis aussi partenaire de Joseph Kabila pour avoir accepté, Félix et moi, cette coalition. Le président Félix et moi, cette coalition. Donc, je suis un directeur de cabinet, mais un directeur de cabinet acteur de premier rang. Il faut faire attention avec ça. Et je serai même plus que ça. Puisque dans l'accord que nous avons signé à Nairobi, je devais être premier ministre. Et ça ne m'impressionne pas. J'étais président de l'Assemblée nationale, c'est bien au-dessus de la primature. Donc, ce sont avec cette discussion. Ça dépend aussi de l'homme. C'est comme ça que les choses fonctionnent à travers le monde. Quand Mongolo Diak a accepté d'être gouverneur de la ville de Kinshasa, il a posé comme condition au maréchal Mobutu, je suis gouverneur d'accord, mais je dois être ministre d'État en même temps. Et pourquoi vous ne l'évoquez pas ce cas-là? Je ne suis pas Mongolo Diak, mais je suis Kamere. Monsieur Kamboudi a parlé de la composition de la présidence. La composition. C'est-à-dire, j'ai suivi et c'est maintenant, après avoir vérifié, que je pardonne à nos amis de la Radio France Internationale. Effectivement, dans la loi des finances, il s'est glissé une erreur monumentale où on a dit le cabinet des chefs de l'État a 54 conseils spéciaux. Soyons sérieux. Les 54 conseils spéciaux sont où? Ils se promènent où? Ils s'appellent comment? Les cabinets des chefs de l'État, nous prenons tous les conseils spéciaux, qui ne sont pas plus de 8, excepté les conseils spéciaux en matière de sécurité, qui est régi par une loi particulière.
nous prenons les autres conseillers spéciaux, auxquels on ajoute les chargés de mission, les ambassadeurs, etc. Ils ne sont pas plus de 15. Et donc, je ne sais pas où est-ce qu'on a été chercher le chiffre de 54. Ici, le problème, que ce soit la taille du cabinet du président de la République, que ce soit la taille du gouvernement, ce sont les conséquences de cette période que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous sommes dans une expérience inédite où le président de la République n'a pas la majorité au niveau de la Chambre. Où pour la première fois nous avons un gouvernement de près de 70 membres du gouvernement. Pourquoi on n'a pas posé la question de la taille du gouvernement? On a beau dire et nous avons déployé tous les efforts, croyez-moi, pour bloquer le nombre de membres du gouvernement à 47, ça n'a pas marché. Oui, mais vous ne pouvez pas comparer le gouvernement et la non, présidence de la République. Je n'ai pas le gouvernement, c'est une coalition, la présidence de la République, c'est vous tout seul. Je n'ai pas terminé. Et les chiffres, c'est ce que j'aime chez Top Congo, c'est que vous aidez l'invité à répondre à vos questions et vous tapez à côté. Donc, le président de la République n'est pas une coalition, mais c'est une alliance. Il y a l'INC et il y a l'IDPS. Nous ne pouvons pas aller et nous accédons au pouvoir. Et puis, bon, les gens qui ont donné leur sang, les gens qui se sont battus. L'alliance n'est pas au-dessus de la Constitution, M. Caméré. Tout comme la coalition. Vous parlez de vous, de votre rang, de l'alliance. Laissez-moi terminer. Mais est-ce que la coalition est au-dessus de la Constitution? La coalition est-elle au-dessus de la Constitution? Et je pose la question. Mais si pour avoir un climat apaisé et permettre aux institutions de fonctionner normalement, je crois qu'ici, c'est la fin qui justifie les moyens. Le peuple congolais a besoin de savoir réellement est-ce que nous donnons la chance à Félix Tshisekedi, qui incarne beaucoup d'espoir, de réaliser ce qu'il nous a promis. Mettons-nous à l'épreuve. Et je vous dis, pour terminer avec cette question de composition du gouvernement, vous pouvez avoir la présidence. Pour avoir la quantité, mais la qualité. Et je voudrais dire aussi, prenons le même cabinet, le nôtre, qui est éléphantisque, comme vous l'avez dit, et je le reconnais. Et vous allez fouiller dans les différentes fiches de paye et des dépenses de la présidence, puisque nous venons de faire presque une année. Vous comparez les deux périodes comparables, les dépenses effectuées par la présidence en 2018, en 2019, et les dépenses sous Félix Tshisekedi en 2020. On parle de plus 231% de ce qui avait été prévu, plutôt que 73 millions. Les chiffres indiquent 170 millions. Oui, et la présidente était quoi? Nous sommes, messieurs, je vais vous dire une chose. Donc le budget, la loi des finances, aujourd'hui, la présidence de la République est en déficit par rapport au crédit qui devait lui être alloué. Et je suis mieux placé pour le dire. Alors continuez à croire à ce que vous croyez. Et quand on a prévu des dépenses, ce n'est pas que les dépenses là sont réalisées tout de suite. C'est au moment de la reddition des comptes qu'on saura ce qui a été fait. Puisqu'on peut dire, bon, Top Congo a été budgétisé pour $10 000. Mais à la fin de l'année, vous n'avez reçu aucun rond. Donc ici, nous sommes souciés d'abord du peuple, c'est lui. Et c'est comme ça qu'on a mis la gratuité. Ça, vous ne soulignez pas. C'était osé, il fallait faire la gratuité. Comme Kabila avait osé faire la décentralisation à l'époque, c'était une très bonne chose. Mais il fallait l'encadrer. Ça demande des moyens, tout comme la gratuité. Donc, encourager les gens qui viennent avec des réformes pour aller de l'avant. Et la réforme qui va suivre, ça sera la santé. Et ça sera la justice. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Eric Chikoumazumeko. Vital Caméré, tout à l'heure, vous dites que la présidence, le budget de la présidence de la République est en déficit. Mais pourquoi l'ODEP, récemment, dans son rapport, a fait une évaluation sur base des états de somme et des informations captées au niveau de la chaîne de la dépense, que entre février et septembre, la présidence de la République a connu un dépassement de 168%. Vous pouvez poser cette question à l'ODEP, puisque l'ODEP vous a dit aussi que la présidente de la République, dans les cas de 100 jours, avait dépensé plus de $1,5 milliard de dollars américains. Là, je viens de vous démontrer, papier à l'appui, que le budget total, s'il est de 492 100 614 dollars américains,
vous allez dépenser 1,5 milliard. Et je vous ai dit que là-dedans, il y avait le port de Calémie pour 70 millions de dollars. Et je vais vous démontrer qu'il y a 180 millions de dollars que l'ODEP prétendait être un marché à gré, mais qui est au fait un engagement de Perenco pour construire un barrage. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'ODEP, par manque d'informations, d'après son rapport, j'invite... Vous savez, d'abord, c'est réintégrer de la loi. projets. Est-ce que vous savez qu'en matière d'audit, puisque moi je suis un économiste, et l'ami de l'ODEP est en train de me suivre, vous ne pouvez pas faire votre audit à l'insu du contrôlé. C'est-à-dire, vous voulez contrôler M. Caméré, ou vous voulez avoir des informations sur lui, mais commencez d'abord par M. Caméré. Monsieur, pourquoi la présidence a dépensé autant d'argent? Et il se serait rendu vite compte, il dit non, ces informations sont erronées, messieurs, voici les vraies informations. Ils indiquent dans le rapport qu'ils ont saisi la coordination qui s'occupe de programmes de soins. Mais puisque leur parole, c'est parole des gens frangés dans le notaire. Mais moi, je viens de vous donner des chiffres à l'appui qu'ils ont menti. S'ils évoquent le projet, notamment la construction du palais présidentiel, qui va coûter environ 200 millions de dollars. Qui vous a dit ça? C'est inscrit. Toujours encore le justement. Mais c'est incroyable. Ce n'était pas prévu. Attendez, je vais vous donner les chiffres et vous allez être étonnés. Palais présidentiel. Voilà. Pas palais présidentiel seulement. Vous voyez, tous les sites de Mongaliema, ça fait 54 hectares. Vous ne le savez pas. Tous les sites de Mongaliema, 54 hectares. C'est les capitales de certains pays dans les îles. Tous les sites de Mongaliema, c'est 13 km de route là à l'intérieur des sites de Mongaliema. Ça, vous ne le saviez pas. Tous les sites de Mongaliema, c'est plus de 1000 maisons qui sont là-dedans. Ça, vous ne le savez pas non plus. C'est des écoles dans les sites de Mongaliema. Et voilà, les marchés. Vous pouvez appeler M. Willing Gompos, il est en Suède à l'étranger. Le Premier ministre peut venir confirmer ça ici. Nous avons bien fait les choses. Ces marchés-là, pas pour le palais présidentiel, pour l'ensemble du site, c'est 67 millions de dollars américains. 1 kilomètre de route asphaltée coûte combien? Comme ça, vous pouvez commencer à faire 1 million de dollars, ça dépend. Alors, commencez maintenant les déductions. Et là, vous allez voir les maisons et tout ce qu'on doit réhabiliter, y compris le parc d'attractions qui a, c'est 54 hectares. Alors, quand vous me parlez, quand l'ODEP vous dit 200 millions, et moi je vous dis près de 70 millions, et vous pouvez avoir accès à ces documents, et c'est la société Malta Forest qui le fait. Vous pouvez aller voir la société Malta Forest. Donc je suis en train d'apprendre des choses. Et c'est bien que vous ayez posé cette question. Si vous ne l'avez pas posée, les Congolais allaient croire que c'est vrai. Et le président a même dit, ce n'est pas une priorité. Commencez par le palais qui va coûter moins cher, moins de 10 millions de dollars. Et lui, il n'est pas allé trop loin. Il a choisi, pour minimiser les coûts, l'ancienne maison de Kassavou qui était complètement détruite. Lui, Christian, a déjà visité ces bâtiments-là. Et j'invite les gens de Top Congo. Je crois que la meilleure façon de faire, c'est une visite guidée. Avec vous, nous irons sur le site de Mongaliema et vous allez voir, je termine, non seulement, Eric, non seulement, on est en train de réhabiliter les palais présidentiels. Au moment où je vous parle, 300 maisons sont déjà sur ce site-là. Dites les difficultés que connaît aujourd'hui la trésorerie de la République. La voirie allait déjà faire les aménagements internes. C'est 300 maisons pour les militaires modernes. Hein, et on va atteindre 1000 maisons dans les Kanchati. C'est un grand complexe construit et moderne, éclairé avec des laptops, avec tout ce qu'il faut pour les enfants. C'est un grand hôpital de référence qui vient d'être terminé au Kanchati. Tout ça en ce moment, quand même. À quand le décaissement du solde de la facture de programme de 100 jours? 177 millions d'après le pourcentage que vous avez donné, oui. Ça signifie qu'environ 314 millions de dollars ont déjà été payés. Nous avons discuté avec le Premier ministre, nous avons discuté avec le ministre des Finances, nous allons faire une réunion qu'on appelle réunion de programmation. Puisque là, il y a le principe de l'unicité de la caisse de l'État. C'est-à-dire que ce soit les malades, que ce soit les routes, que ce soit les dépenses de l'armée, que ce soit les salaires, c'est cette caisse-là de l'État qui supporte tout ça. À un moment donné, il y a asphyxie. Et donc, il faut une démarche rationnelle. On ne peut pas prendre tout l'argent parce que nous voulons que les œuvres du président rayonnent très vite, qu'on prenne tout l'argent, on ne paye pas les enseignants, on affecte aux routes. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Nous allons définir la quotité qui va revenir au salaire
et la quantité qui va revenir aux investissements. Et c'est pour la première fois dans ce pays que les taux de réalisation des dépenses dépasse le taux d'exécution. Non, oui, d'abord, mais le taux des dépenses d'investissement a atteint plus de 30% dans la période où nous étions avec le ministre FCC. Et le Fonds monétaire international l'avait souligné. Les satisfaits du Fonds monétaire international, vous n'avez pas dit qu'ils sont en train de mentir, ils ont dit qu'ils vont appuyer le programme intérimaire de 100 jours du président de la République. Si c'était un monstre, comme le disent si bien les amis de l'ODEP, alors le Fonds monétaire s'est trompé, il a tapé à côté. Donc nous ne sommes pas prétentieux, nous sommes modestes, parce que nous considérons que nous avons trouvé une situation tellement difficile sur le plan sécuritaire, difficile sur le plan social, qu'aujourd'hui, après quelques mois, nous avons résolu le problème de tous les Congolais. C'est un gros mensonge. Le Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, lui est partisan de la vérité. Cette année 2020, c'est l'année de l'action. Nous ne ferons plus de promesses. Nous viendrons. Vous en avez fait tellement que oui, mais là, le peuple nous avons commence à se fatiguer. Attendez. De n'être nourri que de promesses. Eric, vous venez de dire vous-même le taux de réalisation de 100 jours. C'était des promesses pour chasser le papier. Maintenant, nous allons donner l'impulsion pour que chaque fois quand ça se termine, on va seulement inaugurer. Et je vous dis, au moment où nous vous parlons, si le président doit se déployer partout pour inaugurer, il va se fatiguer. Donc nous allons montrer, chaque fois nous disons nous avons fait. On va bannir dans notre vocabulaire cette histoire, nous ferons, non. Nous avons fait. Ça sera comme ça. C'est ça l'année de l'action. Mais quelle est la position du président de la République et la vôtre personnellement lorsque vous voyez le pouvoir d'achat du peuple congolais s'est dégradé d'une année à une autre? Il y a une année, le dollar était à 1620, 1630. Aujourd'hui, on est à 1700. Non, c'était exactement 16,6. Aujourd'hui, on est à 1,7. 7,3, 7,4, ça dépend. Oui. C'est ça. Le pouvoir d'achat a fortement baissé. Quelle est la position du chef de l'État? Relativisons les choses. Disons. Le pouvoir d'achat de la population, on met à l'équation deux choses. C'est qu'il touche comme salaire et les biens dont il a besoin pour satisfaire la dépréciation ronge son pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Je vous en prie. Répondez à ma place. On met à l'équation deux facteurs. C'est-à-dire, ce qu'il touche, les biens dont il a besoin, et c'est le prix de ces biens sur le marché. L'évolution de ces prix sur le marché, si ça va en haut, ça s'appelle l'inflation. C'est ce qui s'observe depuis septembre dernier. J'ai l'impression que Top Congo a des spécialistes dans tous les domaines. Donc c'est moi qui suis en train de répondre. Vous savez qu'on fixe toujours les seuils qu'il ne faut pas dépasser. Dans le cas du programme avec le Fonds monétaire international et au niveau de la sous-région, il ne fallait pas dépasser le 7,7. Et nous sommes à 4,6. Nous sommes dans le bon, mais nous ne devons pas nous en féliciter. On ne peut pas construire autant d'ouvrages publics. On ne peut pas lancer la gratuité et ne pas subir un petit choc au niveau monétaire. Autrefois, c'était du simple au double. Reconnaissez quand même qu'il y a eu encadrement de dépenses. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez les dépenses qui sont faites pour que le président qui a l'obsession de ramener la paix dans le Grand Nord, à Beni, Butembo et partout là-bas, les dépenses qui sont faites? Vous vous demandez, tous ces véhicules blindés, on les achète avec quoi? Toutes ces armes sophistiquées que nous ne voulons pas exposer au public. Aujourd'hui, nous avons des armes de tireurs de nuit. Mais quand on prend des villages comme ça, ce n'est pas par hasard. Donc, ce sont des dépenses qui sont faites dans le but de soulager notre peuple qui souffre à Beni, Butembo. Et si ça peut amener une petite inflation par rapport à la paix et à des vies humaines à préserver, ça vaut la peine. Monsieur Eric. 2020, année de l'action, parlons de l'économie nationale. La RDC est en programme, le gouvernement est en programme de référence avec le FMI. Il y a des repères quantitatifs et structurels à respecter pour pouvoir avancer dans la négociation pour un programme économique à moyen terme. Quelle est la place de la restauration de la discipline budgétaire dans la gestion de l'exécutif national? Et vous avez reçu en même temps
quelques propositions des ambassadeurs accrédités ici en République démocratique du Congo en ce qui concerne le climat des affaires. Comment allez-vous, les propositions pour l'amélioration du climat des affaires ici en RDC? Il fallait qu'on attende ça des ambassadeurs, c'est ça? Ils vous ont rencontré, ils ont rencontré le chef de l'État, il leur a... Oui, ce sont des propositions. Mais le chef de l'État avait déjà... Le chef de l'État avait déjà sa vision. Il vous a parlé de la création de l'Agence nationale du climat des affaires. Qu'est-ce qui est fait c'est déjà fait. Beaucoup de choses sont faites. Nous sommes en train de diminuer et de supprimer toutes les poches de tracasserie. Nous avons été à Lubumbashi. À Kassoubale, ça c'était plus d'une centaine de services. Le président les a ramenés à 4. Et je ne dois pas dire que ça a été respecté à 100%. Mais au moins l'effort est fait. Et on est en train de faire ça partout. Ici, nous avons, quand nous disons que nous devons cesser avec des contrôles intempestifs. On dit, M. Kamere est en train de faire obstruction au travail de l'inspection générale des finances. Les contrôles réguliers, le premier contrôle qui se fait, c'est les régies financières qui disent non, monsieur l'opérateur économique, votre chiffre d'affaires que vous avez déclaré, il est faux. Et on fait ce qu'on appelle le redressement fiscal. Le contrôle de second degré, c'est l'inspection générale des finances. C'est un contrôle supérieur. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand les vérificateurs des impôts sont sur le terrain, avoir soupçonné par exemple une brasserie ou un opérateur économique d'avoir faussé les chiffres pour que l'État gagne par exemple 100 milliards de francs congolais, et voilà, cet opérateur économique risé, il va s'arranger pour obtenir un contrôle supérieur qui anéantit tout de suite, puisqu'à partir du moment où l'inspection des finances arrive, les vérificateurs des impôts doivent partir. C'est débarrassé. Et à la fin, on trouve des chiffres du genre, ah tiens, les présomptions qui étaient situées autour de 100 milliards de francs congolais sont ramenées miraculeusement à 10 milliards de francs congolais. L'État perd l'argent. C'est comme ça, ma position m'a toujours été que l'inspection générale des finances était un outil à la disposition du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit actionner l'inspection des finances pour quand il veut et quand il estime nécessaire pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le terrain. On a ramené l'inspection des finances au niveau de la présidence, on a laissé les autres régimes financiers là où ils sont, donc nous pouvons envoyer l'inspection des finances quand nous voulons, mais en même temps on va trouver deux missions de contrôle au même moment. La justice de son côté envoie des inspecteurs judiciaires pour contrôler les opérateurs économiques. L'ANR le faisait, et l'armée, la police, le gouvernorat, mais quel est cet opérateur économique qui va accepter de travailler dans un tel climat? Ça ne va pas. Élisée Audiard, Congo Web Télévision. Tout au début de cette émission, vous avez vanté les mérites de la coalition avec le FCC pendant l'accession du président à la magistrature suprême. Pourquoi avez-vous opté pour la coalition par la suite? Oui, nous avons opté pour la coalition parce que nous aimons les Congo d'abord. Et pourtant la cohabitation, ça marchait bien. La cohabitation, non, madame. Mais vous venez de le dire tout à l'heure qu'avec 100% FCC, il y a beaucoup de projets qui ont bien marché. Avec étonnement. J'étais étonné de voir que pendant la coalition, les choses ont évolué beaucoup plus qu'elles l'ont été pendant la cohabitation, pendant la coalition. C'est ce que j'ai dit. La cohabitation est bien plus compliquée. Même dans les pays à vieille démocratie, on avait qu'à voir quand vous avez Jospin, vous avez les Balladur et tout ça, on a connu, Chirac. C'était pas facile. Mais si la cohabitation vous a permis d'atteindre certains objectifs aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen de faire un rétropédalage? Non, on ne peut pas le faire. Puis c'était une cohabitation de fait. Pourquoi? Il y avait des ministres qui n'étaient pas issus de l'Assemblée nationale. Vous voyez, qui n'étaient pas issus de l'Assemblée nationale. On était dans une sorte de transition pour attendre que les députés qui ont été élus puissent élire leur bureau et adopter le programme du Premier ministre pour que l'on forme finalement le gouvernement. Mais à tout point de vue, la coalition c'est une bonne chose puisque vous parlez, vous avez le sentiment d'appartenir à une même famille, mais qui est au fait bipolaire, mais au moins vous avez des passerelles de communication. Donc je peux parler au Premier ministre Ilunga Ilunkamba comme à un ancien professeur qui m'a donné cours. Je peux parler au ministre des Finances comme à un ancien étudiant à qui j'ai donné cours aussi à mon tour. Et il peut vous parler comme le directeur de cabinet que vous êtes, un administratif. Absolument. Comme son grand frère, il m'appelle toujours. Un administratif qui il n'est pas administratif. Il n'est pas administratif. Moi je suis administratif. Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit ça? Et pourquoi je signe le contre-essai des ordonnances présidentielles? Vous n'avez pas fait attention à ça. Certains estiment que vous outrepassez aussi vos droits, vos prérogatives. Non, ce sont peut-être mes prédécesseurs qui ne connaissaient pas leurs droits. Quand vous répliquez, quand un directeur de cabinet réplique à la présidence de l'Assemblée nationale, on se dit, bah, je vais poser la question qui a outrepassé les droits? Si vous avez connu Nimi Maïdika Ngimbi. Ah, vous êtes dans cette lignée-là. Ah, moi j'adore. Répliquer. Est-ce que vous avez connu un certain Voudoua Otepemako? Cette fonction, il faut la valoriser. Directeur du cabinet chef de l'État, c'est pas une petite fonction, c'est une grande fonction. Moi, je suis de la trempe de ces gens-là, qui ne peuvent pas laisser passer du désordre. Nimi Maïdika Ngimbi, quand il prenait la parole, il recadrait tout le monde. Même, et quand vous voyez la deuxième institution du pays. Absolument, quand ça ne va pas, quand vous dérapez. Ça cadre avec vos attributions. Les attributions du président, puisque j'en suis gardien. Mais déjà qu'il y a même les pas présidents des attributions. Les présidents. Ça fait 5 mois que le gouvernement est là, j'ai vérifié, 5 mois, toujours Madame pas Élysée, d'ordonnance portant fonctionnement et modalités de collaboration avec le gouvernement, toujours pas d'ordonnance, qui sont des attributions. Oui, mais cette ordonnance. vous parlez de quelles attributions? Ces ordonnances-là, pour votre information, je voudrais profiter de votre question pour que tous les publics en soient informés. Ça a été discuté en Conseil des ministres. Hier. Pas hier, comme hier. Il y avait plus 4 de Conseil des ministres, ces ordonnances. Ne vous en faites pas, c'est pas une chose facile. Puisque nous sommes dans une expérience inédite, madame. Quand les ministères, prenons un ministère. Nous avions, avant, nous avions le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et consorts. Maintenant, nous avons un ministère à part entière dédié à la formation professionnelle. Et vous pensez que les ministres qui restent avec les PSP, puisqu'on a ajouté technique, et celui qui a la formation professionnelle vont comprendre facilement la ligne de démarcation se trouve à quel niveau. Ils sont intelligents. Mais laissez-moi, on n'a pas dit qu'ils sont bêtes. Mais nous disons, en dialoguant, en discutant, on est en train d'arrondir les angles. Mais on a terminé. Il faut combien de temps pour ça? Parce que ça. J'aime bien Top Congo. Vous ne me laissez pas. Je trouve que les journalistes sont pris. Mais oui, quand vous 80% laissez temps, vous ne laissez pas. Mais puisque je suis en train de vous répondre, vous avez pris plus de temps que moi. Et je vais me plaindre à la fin de l'émission. Ça, je vous promets. Donc, je dis ceci. Ces ordonnances ne sont plus au niveau du gouvernement. Finalement, tous les membres du gouvernement ont dit nous sommes juges et partis. Nous responsabilisons l'autorité suprême, le président de la République. Et le président, lui qui est gentleman, a dit bon, je vais consulter le Premier ministre et puis on va rendre ces ordonnances publiques. D'autorité, on va décider maintenant. C'est pas une priorité, ça presse pas, il faut et le gouvernement fonctionne, c'est une priorité, mais pas plus que ramener la sécurité à Béni Boutembo. Donc on est là, on est d'accord, pas encore d'attribution, mais 12 camions. Les attributions sont là, puisque celles qui sont là ne sont pas encore approchées. Sur base de quoi? Pas d'acte, pas d'ordonnance? Des attributions tacites ou existantes déjà? Mais vous avez lu l'ordonnance qui m'a nommé? Elle fait allusion à l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République signé par le président Joseph Kabila, la contrée de l'État. Donc les attributions sont là. Tant qu'elles ne sont pas abrogées, je les exerce et avec force. Mais je croyais que par exemple, vous avez cité Nimi, certains vous voyez sur les traces de Néhémie parce qu'ils se comportaient aussi, c'est vrai, certains comme vous, des directeurs de cabinet très en vue, qui parfois veulent prendre la place de certaines institutions. Non, moi je ne me comporte pas comme ça. Je ne vais pas prendre la place de certaines institutions. Je vais répliquer à certaines. Mais madame, est-ce que vous pouvez me laisser terminer, ne fût-ce qu'une phrase? Une phrase. Je vous laisse. Moi, je vous ai dit que je suis le gardien des prérogatives du président de la République. Ce n'est pas Kamere qui agit à ce moment-là. Quand je sens qu'il y a une institution ou une personne qui outrepasse ses attributions et veut grignoter sur les attributions qui reviennent exclusivement au président de la République, il est de mon devoir de les recadrer. Et ce n'est pas le président de la République qui écrit au ministre pour votre information, ni au Premier ministre, ni au président des institutions. C'est le directeur du cabinet de l'État au nom du président de la République qui le fait. Et j'en abuse pas. Et ils savent tous que je suis poli. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de savoir est-ce que chacun de nous peut être comme Caméré, remplir complètement et avec force ses attributions, et les choses vont se porter très bien. Tout à l'heure, lors de certains... Vous voulez les hommes faibles ou forts?
certaines institutions, certaines sorties médiatiques du président de la République, mais également du directeur du cabinet du président de la République, laissaient présager, voilà, hier, laissaient présager j'ai fait une année sans sortie médiatique. Là, il le fait régulièrement. Laisser présager quand même une sorte de crise. Alors, la question que certains veulent se savoir aujourd'hui au niveau du cash, vous sentez-vous prêt, proche du FCC ou de l'AMUCA? On ne peut pas être proche du FCC, on est à côté. Par rapport aux on est côte à côte. Nous sommes des familles. Par rapport à la vision, parce que le chef de l'État n'a cessé de dire que si quelqu'un bloque. Décidément, vous avez posé des questions, vous-même vous y répondez. Nous ne sommes pas proches, nous sommes côte à côte, nous sommes comme des voisins. Vous comprenez ça? Et qui ont décidé de dire, bon, écoutez, malgré nous, parce que vous avez gagné au niveau de la présidence de la République, nous avons gagné au niveau de l'Assemblée nationale. La vision du président de la République, c'est de cette vision dont on tire le programme du gouvernement. Nous prenons tous l'engagement d'appliquer ce programme qui reflète la vision du président de la République. À l'heure où vont les choses, est-ce qu'on peut envisager un renforcement de votre rapprochement avec le FCC ou avec l'autre camp? À l'allure où vont les choses, je vais dire d'abord, nous sommes, nous, au pouvoir. Nous allons renforcer le pouvoir. Tous ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire, nous allons renforcer le pouvoir. Mais en même temps, nous allons faire que ce que Félix Tshisekedi a commencé, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques d'opinion, la liberté d'expression, que l'opposition se renforce. Il est temps que l'on puisse désigner le porte-parole de l'opposition. Vous oubliez que c'est une institution. C'est un cabinet qu'on appelle disons en Grande-Bretagne cabinet fantôme, et avec un budget qui est prévu au budget de l'État. C'est-à-dire les jours où l'opposition va désigner son porte-parole, ce monsieur aura rang de ministre d'État. Et donc vous aurez voulu que les porte-parole de l'opposition ait rang de ministre d'État et que le directeur de cabinet de l'État soit à quel niveau? Parce qu'apparemment ça vous a dérangé au début là. Mais je n'ai même pas abordé la question. Voilà. On ne connaît pas le prérogative, mais je vous revenir. Je donne l'information pour vous dire que le monsieur qui sera désigné aura rang de ministre d'État. Et il sera encore plus avantageux que moi parce que lui, il va former son cabinet à lui. Il aura ces ministres qu'on appelle les ministres fantômes. Donc il y aura de l'emploi donné aussi de ce côté-là. Donc, au lieu que les gens passent leur temps à se disputer, et à ce moment-là, ils auront le moyen de contrôler le pouvoir en place. Pas question de dialogue, pas question de table ronde. Vous y allez avec le FCC, avec vos hauts et vos bas, avec vos différents... Est-ce que vous pouvez préciser vous faites allusion à quelle table ronde? Non, mais ça, c'est juste des concepts lancés. Certains appellent à des dialogues par rapport à la crise. Non, nous sommes fatigués avec les dialogues. Donc, vous y allez comme ça avec le FCC, non, avec vos hauts et vos bas? Non, attendez, madame. Nous avons quand même des gens pétris de beaucoup de sagesse et d'intelligence. Nous avons des autorités morales au niveau de chaque regroupement politique. Le président Félix Tshisekedi, qui incarne aujourd'hui, et il doit renforcer ce rôle-là. L'arbitre national ne va pas rester les bras croisés. Il va appeler les FCC, il va appeler les cash, et il va dire, messieurs, voici la direction que nous devons prendre ensemble. Et il va discuter avec l'ancien président, l'autorité morale des FCC, Joseph Kabila, pour dire, nous devons imprimer cette voie à la République. Pourquoi nous avons... Vous voulez que nous ayons encore d'autres facilités? Mais qu'allez-vous faire de la base? Quelle base? La base, la population. Base qui vous avait demandé il y a une année ou une année et quelques mois de créer cash, mais si cette base-là ne veut peut-être plus de la coalition... Et vous avez dit ça quand? La base attend de nous les résultats. Si nous pouvons réussir à tenir bon, que les parents ne payent plus comme c'est le cas maintenant, mais que ça soit totalement acquis, les primes aux professeurs, et que l'État continue à payer. Nous avons tenu jusque-là. C'est une première. Et au mois de janvier, nous avons un défi à relever, parce que les enseignants disent non payés. C'est-à-dire qui ont fait même 8 ans, 10 ans, qui n'ont jamais été payés, seront payés pour la première fois 94 000. Si les 94 000, on va payer 34 000 pour la première fois. On va y aller par palier. Les nouvelles unités, on a dit, au cours du deuxième trimestre, on va penser à elles. Donc ce sont des efforts qu'il faut conjuguer. La population a besoin de ça. Puis ça fait mal de voir un enseignant
qui enseigne et qui n'est pas payé. Puisque nous avons supprimé la prime des parents, ça signifie que ces enseignants-là n'ont plus rien. Et nous en sommes conscients. C'est comme ça que l'interpellation du cardinal Ambongo avait été suivie tout de suite par le président de la République. Quand il avait dit, monsieur le président de la République, faites attention que la gratuité, qui est une mesure salutaire, ne vienne pas amener un dysfonctionnement au niveau du système éducatif. Le président m'a appelé tout de suite, il a appelé le Premier ministre, attention, tenez compte de ça. Et le résultat, c'est quoi? Il fallait discuter avec les coordonnateurs des écoles conventionnelles catholiques et autres pour trouver un chemin d'entente. Ça s'appelle dialogue. Le président Tshisekedi, quand même, a instauré le dialogue social. Il n'est pas pour le dialogue politique, social. Donc il va discuter toutes les couches de la population, les syndicalistes. Il s'arrête, il écoute tout le monde, partout il passe, ici, comme au niveau de la diaspora. C'est ce dialogue-là dont nous voulons. Dialoguer avec le peuple, les politiciens nous avons exagéré. Comme au niveau de la diaspora, peut-être deux questions avant de terminer. Oui. Comment vous êtes, une seule question, comment vous êtes senti quand une frange de cette diaspora a demandé la démission ou l'éjection de Vital Kamerhe? Moi j'adore ce genre de choses, je suis un peu comme Jacques Chirac. Quand on fait 2 ou 4 jours sans parler de moi, en bien ou en mal, je ne me sens pas bien dans ma peau. Mais puisque c'est quelque chose qui tombe comme un cheveu dans la soupe, et ce sont nos militants, moi, il faut être tolérant. Ça ne va pas fragiliser cette proximité? Fragiliser quoi? Puisque moi je reste calme et le président a répondu. C'est-à-dire, M. Vital Kamerhe, la victoire a commencé avec lui à Nairobi. M. Vital Kamerhe n'est pas seulement directeur de cabinet, mais il est mon allié. Voilà un président. D'où l'usage de nous à chaque instant. Merci beaucoup Élisée Odia. Merci beaucoup Vital Kamerhe. Alors, 1 minute, une question par journaliste et on clôture cette émission. C'est incroyable, on est déjà parti au-delà. Mais je risque de rater mon vol. Non, monsieur Kamerhe qui va en Mbandaka, vous prendrez vos vols. Une question, 1 minute, je vous coupe. Israël Moutala. Madame, décidément. J'aimerais revenir sur les ordonnances. Une question. Sur les ordonnances bloquées de la SNCZ et de la GECAMINE. Mais pourquoi vous avez froissé vos partenaires du FCC en sachant que, par exemple, Kyunga Kumwanza est pour eux une ligne rouge? Pourquoi justement? Ça, je ne savais pas. Ligne rouge, pourquoi? Parce que nous sommes contre l'exclusion. Personne dans ce pays ne peut dire que tel Congolais est devenu une ligne rouge. Kyunga Kumwanza ne sera pas et ne sera pas une ligne rouge. S'ils vous ont dit de dire ça, alors vous pouvez dire que M. Kamerhe a été autorisé par... Merci beaucoup Israël Moutala. Non, la lettre de démission. Une lettre de démission antidatée justement, qui bloquerait des ministres FCC. Que vaut cette lettre de démission? Parce que le président avait dit qu'on les a fait signer des lettres de démission. Ça vaut quoi une lettre de démission des ministres FCC? Alors là, je crois que vous allez inviter les porte-parole de FCC, va vous expliquer ça. Parce que moi, je ne suis pas au courant de ça. Merci Israël Moutala. Eric Ambago, une question. Félix Tshisekedi va rencontrer Joseph Kabila ces jours-ci? Ah, ça, je ne saurais pas. Je ne suis pas ni secrétaire particulier sur du protocole du président de la République. Je suis directeur du cabinet du président de la République. Et le comité de suivi de l'accord cash FCC, on en parle plus? Non, il travaille. C'est pas oublié, contrairement à ce que les gens pensent. Il travaille. Je peux vous tranquilliser là, je peux vous répondre. Il travaille. Mais nous ne sommes pas pour les chaos. Nous sommes pour aller de l'avant. Mais que Jean-Marc Aboud dit que jusque-là, on est encore, on n'est pas sur la table de discussion. Mais est-ce que vous avez oublié que chaque fois que les Congolais se rencontrent, c'est toujours d'éternels recommencements? Mais pour arriver à l'aboutissement de Sun City, Christian Lusaka était avec nous, il était témoin. Il a vu, c'est pas facile des discussions. Chacun tire la couverture de son côté. Qui va sortir perdant, qui va sortir gagnant, jusqu'au moment où on trouve le juste milieu. Et là, je pense que les deux autorités morales ici sont interpellées pour reprendre le dossier qui est déjà terminé à 99% et pacifier, assainir l'environnement politique. Il n'y aura jamais de rupture. Je ne suis pas un prophète, moi je suis un politicien, directeur du cabinet du président de la République. Qu'il n'y aura pas, non. J'ai dit, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il y ait renforcement de cette union au niveau du pays, même avec l'opposition. Nous pouvons nous unir dans des objectifs communs, puisque quand il s'agit de l'insécurité, il n'y a point d'opposition de la majorité. Quand le pays est menacé, l'opposition hausse le ton, et nous suivons aussi l'opposition. Donc il n'est pas question de dire tout ce que l'opposition dira est mauvais, non. Ça, c'est une autre façon de gérer que nous ne voulons pas. Nous allons accepter tous les conseils, toutes les critiques sont bienvenues.
La minute Kambundi. Monsieur Kamere, une partie de l'opinion était surpris d'apprendre que James Kabarebe, que vous avez accusé d'avoir conduit des troupes rwandaises pour tuer des Congolais sur le sol de la RDC, soit devenu votre ami et frère au point, voilà, qu'il y ait eu cette polémique autour de l'affaire des vaches, on va dire. Donc vous étiez convaincu qu'en me posant cette question, je vais sauter, n'est-ce pas? Non, c'est une question. Je ne saute pas. Moi, je vous ai dit que mon leadership à moi, c'est selon le modèle de Jésus-Christ. Et j'ai tout dit là-dedans. Non, moi on veut pas. Voilà, j'ai tout dit là-dedans. Nous voulons la paix. D'accord. Nous voulons la paix. La paix a un prix à payer. Et je suis un Africain. Vous savez que Nelson Mandela. Quel est votre point de vue? Quel est votre point de vue? Oui, ça va se terminer. Mais la question de James Kabarebe. Quel est votre point de vue lorsque M. Emmanuel Ramazani Shadari promet de déstabiliser le pays si on touche à Albert Yuma? Donc ça, je lui dirais ça en privé, puisque c'est un jeune frère à moi, que j'aime beaucoup l'intelligence, mais je crois que là, il a dérapé un peu. Puisque c'est de bonne guerre, c'est chef du parti, il le fait dans le cadre de son parti. Donc, moi, je vais revenir sur votre question. Oui, je prolonge, puisque c'est important. Je n'aime pas les zones d'ombre. Pour vous, quelle avait été votre réaction quand Mandela avait pris tout le monde à contre-pied? Il dit, moi, j'accepte d'être le vice-président de Frédéric Leclerc, qui m'a fait passer 27 ans, 28 ans en prison. Voilà un homme. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé Mandela, il est devenu président de la République. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo doit faire en sorte que tous les 9 voisins-là comprennent que si le Congo se relève, eux, ils vont aller encore davantage mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parlons d'un étranger que vous avez accusé d'avoir tué des Congolais. Eric Chikuma Zumeko. Monsieur Kamere, quand est-ce que le peuple congolais pourrait connaître le salaire du chef de l'État et celui de tous les animateurs des institutions? C'est une promesse de campagne. Oui, quand vous le voudrez, on verra la présidence, je vous montre les fiches de paye du président. On peut pas en parler. Si je ne voyageais pas maintenant, on descendrait, je vais vous montrer ça. Et les salaires des directeurs des cabinets, je peux vous les donner tous. Vous voulez que je vous les donne maintenant? J'ai 12 millions de francs congolais. Chaque mois? Oui, chaque mois. Ça apparaît beaucoup, n'est-ce pas? J'ai 12 millions. Je vous les donne tout de suite. J'ai 12 millions. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau, au niveau de la présidence de la République, pour veiller à ce que le programme de référence se solde par un succès? Nous allons faire en sorte que nous travaillions en étroite collaboration avec le gouvernement. D'abord, moi, je participe au Conseil des ministres. Nous allons ou nous faisons? Nous travaillons. Vous allez poser votre question future. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi, je vous réponds sur futur. Si vous m'avez posé la question, qu'est-ce que vous faites? J'allais vous répondre au présent. J'ai fait comme le cours de grammaire. 2020, année de l'action. Quelles sont les actions présidentielles qui seront menées pour lutter contre la corruption? La réforme de la justice, il faut la mise en place des magistrats, puisque ça relève exclusivement du président de la République, mais ne doit pas prendre n'importe quel magistrat, puisqu'il ne faut pas déplacer Saint-Pierre pour Saint-Paul, mais il doit le faire rapidement, donner des signaux clairs que ces magistrats-là nommés vont recevoir des assignations claires. Et celui qui va contrevenir aux instructions du président de la République sera frappé sérieusement par le Conseil supérieur de la magistrature. Élisée Odia, pour Web Télévision. Affaire de 100 millions, affaire Yuma, par le côté politique, le côté financier de l'affaire. Vous savez que c'est vous, la presse, qui avez fait de cette affaire un buzz. C'est une gestion normale dans une entreprise qui peut connaître des hauts et des bas. La GECAMIN est une entreprise publique qui a contracté des dettes auprès d'une société étrangère. Maintenant, les modalités de remboursement, c'est de ça dont nous parlons. La première question de savoir, est-ce que la GECAMIN avait oui ou non contracté cette dette? Si c'est oui, c'est bon. On est encore au niveau de si ou c'est oui? Non, mais je suis en train de vous parler à vous, puisque vous ne m'avez pas appelé Yuma. Pourquoi vous voulez confondre Yuma? Je pensais que vous alliez répondre. Non, madame Élisée, il ne faut pas ajouter de l'huile au feu. Bon, les gens sont en train de confondre Yuma avec la GECAMIN. Yuma n'est pas la GECAMIN. Yuma n'est qu'un serviteur. Pourquoi vous voulez persécuter cet homme? Alors, condamner toute la GECAMIN, alors. Donc, moi, je dis toujours la présomption d'innocence. N'ajoutez pas de l'huile au feu. Je vais te poser les questions. Alors, donc,
Quand le président de la République a dit que le dossier se trouve chez le procureur général de la République, le procureur nous dit l'aboutissement de cette affaire. Ce n'est pas compliqué. C'est de savoir est-ce qu'il y a eu prêt, oui ou non. Est-ce que ce prêt est allé à la GECAMIN, oui ou non. Est-ce que l'argent est arrivé chez l'État, oui ou non. Est-ce que la procédure était normale. Est-ce que nous devons sanctionner? Qu'est-ce que nous gagnons en sanctionnant? Qu'est-ce que nous perdons en sanctionnant? Nous sommes dans une période très fragile. Mais ce que nous devons dire ici, c'est un dossier qui est en train d'être à la fois suivi par le procureur général, mais aussi au niveau des autorités morales. Les mêmes questions valent également pour l'affaire 15 millions. Non, 15 millions, ça n'a rien à voir. Quel 15 millions? 15 millions, c'est le comité de suivi des prix des produits pétroliers. Donc vous êtes collé à 15 millions. Oui, on m'a collé à 15 millions, mais ça m'étonne que vous tous, journalistes, là, ça date de près d'une année, vous n'avez jamais été au ministère de l'économie, voir les conseillers économiques, puisque je fus moi-même conseiller économique au ministère, à la vice-primature de l'économie à l'époque du professeur Zandabwana, que je salue en passant. J'ai travaillé avec le professeur Nyombo Chabani. J'ai travaillé avec beaucoup, sur ce dossier-là. J'ai travaillé avec les ministres Moussobekwa. De la décote et de la fixation. De la commission. De répondre à la question, ce qu'elle a fait, madame, si c'est ce que vous voulez. Laissez les auditeurs apprendre. Je crois que c'est ça le but de Top Congo. Je vous en prie. La structure des prix des produits pétroliers. Mais pourquoi vous vous posez pas la question de savoir, personne n'a jamais brandi la répartition de ces 15 millions. Or, ce n'est pas compliqué à savoir. Il suffit d'aller au ministère de l'économie, on vous donnera la répartition. Aujourd'hui, quand il y a fixation de prix, la parafiscalité, quand on parle de prix ou de taxes qui doivent revenir pour des fonds stratégiques, les stocks stratégiques, tout ça, mais allez creuser là-dedans. Donc 15 millions, pour moi, c'est l'affaire de l'État, dans l'État, et comme le président de la République, homme de droit, a dit, écoutez, la meilleure façon peut-être de laver mon directeur de cabinet, c'est de confier ce dossier au procureur général de la République. Moi, je ne fais plus de commentaires en ce qui me concerne personnellement. Mais ce que je dois dire, vous ne verrez pas mon nom dans cette répartition. C'est le nom des institutions qui sont là-dedans. Merci Thierry Kambundi et Eric Ambago Top Congo FM. Merci Eric Chikouma de Zoomeko. Merci à Israël Moutala de Congo Web Télévision et ainsi qu'à last but not least, Israël Moutala de 7sur7.cd et Élisée Odia de Congo Web Télévision. Je vais y arriver. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Vital Kamere d'avoir accepté. C'est plus d'1h30. On conclut. Vous êtes le directeur de cabinet allié du président de la République. Est-ce que vous connaissez les résultats du président de la République dans sa circonscription? Dans sa circonscription électorale, moi je ne suis pas la CENI. Je ne suis pas la CENI, mais tout ce qui est vrai, c'est que le président vous ne vous en êtes pas soucié? Non. Cela ne vous gêne pas parce que certains font toujours valoir leur victoire face à un président qui est certain d'avoir été élu, mais qui ne connaît pas forcément ses propres chiffres. Non, nous avions toute une cellule électorale qui suivait heure par heure les résultats qui tombaient dans chaque circonscription. Et le président de la République était premier certainement. Là, il n'y a pas de problème. Vous manquez de questions maintenant? Non, vous êtes content de la CENI donc. La CENI, on n'y touche pas. Ce n'est pas une question d'être content. La CENI attend être remplacée. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est la loi de 2011, la loi organique qui avait été constituée, a fait de la CENI et lui a donné un chapeau comme un conseil d'administration. Maintenant, nous allons voir est-ce que c'est une question d'hommes, de structures, de lois. Nous pensons plutôt que c'est une question de faire le bon choix des hommes et nous avançons et c'est ce qui sera fait. Donc pour les élections locales, on peut s'attendre à ce que les résultats soient annoncés par Corneille Nangaa? Non, ce ne sera pas comme ça. On n'a pas dit Corneille Nangaa attend son remplaçant. Ça va faire 8 mois. Hein? Oui, ce n'est pas grave, une grossesse fait 9 mois. C'est pas grave. Les élections locales en 2023 En 2020
sinon je vais tomber dans la remarque de Madame Élysée. Je ne peux pas prendre les attributions qui ne sont pas les miennes. Oui, mais si en 2020 on n'a pas les élections locales... Appelez les vice-premiers ministres de l'Intérieur à son tour qui viennent dans les top 13. Si on a top presse... Si en 2020 on n'a pas d'élections locales, on aura... Non, il n'y a pas de si. Appelez les vice-premiers ministres, je peux faire la commission pour vous, pour qu'ils viennent au top 13. Donc vous ne répondez... Presse. Donc vous ne excusez-moi. Monsieur le caméra. Donc vous ne répondez plus maintenant aux questions qui ne vous concernent pas. Ah bon, non. Dans cette émission. Qui a dit ça? Non, je vous pose la question. Je voudrais respecter la discipline des attributions des uns et des autres. D'accord, alors dit madame. Parlons de Vital Kamerhe. Mon Dieu. Oui, c'est la fin de l'émission. Parlons de Vital Kamerhe. Lors d'un récent séjour à New York, le président Félix Tshisekedi a dit qu'en 2023, votre accord, c'est que le prochain candidat président de la République du Cache, c'est vous. Ah, il a dit. Il a dit. Ok, s'il a dit, c'est bien. Vous confirmez? Non, s'il a dit, on ne discute vous pas. Vous connaissez vos accords? On ne commente pas les paroles du président. Je ne parle pas du président de la République, je parle de votre allié. C'est dans vos accords, vous êtes candidat en 2023? Non, nous, ce qui nous préoccupe maintenant, le président et moi-même, l'IDPS et l'INC, c'est que nous fassions de ce premier mandat du Cache un succès total sur le plan des réponses attendues par le peuple congolais. Les restes, pour moi, ça ne compte. Vous préparez donc la victoire de 2023? Non, nous préparons la victoire sociale du peuple congolais. La victoire sociale, la victoire sécuritaire, la victoire sur tout le plan du peuple congolais. Nous voulons donc que ces changements-là ne soient pas un vain mot, que le changement ait du contenu, que le Congolais dit, oh tiens, je peux partir de Mbujimaï avec ma voiture jusqu'à Kisangani. Tiens, je peux vivre à Beni sans comptu. Je peux donc être à Chabunda et arriver à Bukavu et le pont est construit. Et ce sera je peux donc aller à Walungu, le tout là, on l'a réparé. Voilà ce que les gens attendent. Et ce sera à ce moment-là la victoire du FCC du Cache? Ça sera la victoire du peuple congolais. Non, mais la paternité. Qui en aura la paternité? Le peuple congolais. Monsieur le directeur de cabinet. Voilà, le peuple congolais et le président Félix Tshisekedi, bien sûr, en tant que l'incarnation, évidemment. Du Cache? Non. Garant de la nation. Et cela facilitera la candidature à l'élection présidentielle de Vital Kamerhe. Non. Vous savez pas dire oui, vous savez pas dire non. Donc on ne peut plus. Non, c'est pas dire oui ou non. On ne peut pas avoir. Je suis concentré et obsédé par les changements maintenant. On ne peut pas avoir. Je vous ai dit, nous ne voulons plus de promesses. Je n'aime pas que vous parlez de 2023 parce que nous voulons d'abord changer maintenant. On ne peut pas avoir. Comment voulez-vous parler de 2023 si maintenant, là, nous n'arrivons pas à terminer toutes les préoccupations du peuple congolais? Mais en toute transparence, en toute redevabilité, c'est vos maîtres mots, cela a été vos maîtres mots dans toutes les missions. Vous savez nous dire si l'accord prévoit bien que ce soit Vital Kamerhe qui sera soutenu. Christian, je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'adresser à tous les auditeurs de Top Congo. Mais je profite de cette occasion pour faire une première, il faut le souligner. Et je tiens aussi à remercier Vital Kamerhe, car le candidat UNC en coalition avec le Cache en 2018 avait annoncé que tous les 3 mois ils allaient faire un point de presse, mais que pour la première fois dans un média congolais, ils ont choisi Top Congo. Sincèrement, je vous en remercie, parce que vous avez plus l'habitude d'aller sur les médias étrangers. Merci beaucoup. Mais je voudrais aussi dire à tout le monde, FCC, Cache, opposition, société civile, nous sommes tous les hommes, les femmes et les enfants de ce pays. Nous avons un grand pays, 2 345 000 km². Un pays qui a la 2e forêt du monde. Un pays qui a 54% de toutes les eaux d'Afrique. Un pays qui a 13% de toutes les eaux du monde. Un pays qui a une surface cultivable comparable à la Chine et qui peut donc nourrir l'humanité en ce qui concerne son déficit 2 fois. Un pays qui a Inga, et plus Inga, vous êtes à plus de 100 000 mégawatts, qui peut éclairer l'Afrique. L'Afrique, une partie de l'Asie du sud-ouest, une partie de l'Europe méditerranéenne. Nous avons un pays merveilleux où nous trouvons le sous-sol riche et le sol riche. Alors, ce qui nous manquait, nous l'avons. Un leadership exemplaire.
Mais ce qui manque encore, qu'on doit faire suffisamment, c'est de construire l'État dans toutes ses prérogatives régaliennes. Une armée républicaine, prête à répondre à toute provocation et à sécuriser le territoire national. Une politique professionnelle, une police professionnelle qui protège les Congolaises et les Congolais, tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie ou leur point de passage. Une justice qui est la colonne vertébrale de l'état de droit, pas une justice des riches contre les pauvres, pas une justice des corrompus, ni une administration bien rémunérée, bien organisée et qui peut, en cas de crise, remplacer le gouvernement comme c'est le cas souvent en Italie. Ce Congo-là, des rêves de Lumumba, de la prophétie de Simon Kimbangu, et aujourd'hui, de la concrétisation de Félix Tshisekedi est possible, et je vous remercie. Merci beaucoup. Très beau pays, hein, en effet. Juste une question. Encore une des question. hommes des médias, ou un constat. Vous allez continuer à pratiquer les médias étrangers au détriment des médias congolais qui payent leurs impôts, qui vous suivent au quotidien? Ça, c'est une question maintenant. C'est pas guéguerre, non, c'est pas du tout guéguerre. C'est pas que vous aussi, les médias, vous étiez divisés. C'est pas du tout. Non, je crois que c'est seulement au niveau des politiciens. Non, nous ne sommes pas. Alors, je vais vous trouver un facilitateur pour qu'il y ait équilibre favorable par rapport aux médias nationaux. Ça veut dire un ensemble médias étrangers. Non, c'est-à-dire nous allons faire en sorte que vous, les médias nationaux, qui étaient là, quand vous toquez à nos portes, elles soient ouvertes. Et les correspondants des médias étrangers qui sont chez nous, la même chose, ils viennent. Alors venez à la présidence chaque jour, ça nous fera plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous suivrez cette émission dans vos différentes télévisions. Rediffusion sur Top Congo demain dimanche 19h30, minuit 30, après la grande édition du journal. Très bientôt sur YouTube. Tout cela dépendra de M. Mungongo et de M. Didi Binsika qui ont assuré... Mbote Nesika Bozali. Et n'a saisi l'occasion pour la souhaiter bonne année 2020. Bonjour Mbote Bandeko Mibal Pea Bassi à RDC Monde, Pea Moki Mobimba. Bonjour mes chers compatriotes Bandeko Nanga RDC Monde. Na pesi bino Mbote Mingi. RDC Monde, et ça l'a mis il y a à peine une année. Le 1er février, nous avons présenté bilan il y a 2 ans. Il y a Don Abino na RDC Monde. Don Abisso na RDC Monde. Pour nos projets futurs. Événement n'est pas raté. Les jours J, le 1er février 2020. Congolais va la doute. Est-ce que aussi, est-ce que Congolais ressent, est-ce que Congolais ressent les lots, est-ce que Congolais ressent la confiance dans nous? Donc on détaille de le premier centime, la première centime entrée dans la caisse, il y a RDC Monde, Oyobino Besaki, Ti na Oyasuka, il y a le 1er février. RDC Monde des Opanza Poké, RDC Monde des Ofongola Kesi, Yo Yengai to chaki quelque chose na Libenga Congo. Donc il faut panza to gola kisa. Oui. Congolais à la Kisi que avec ça la confiance na Congolais Moussous. Voilà. Que le 1er février, soyez tous connectés pour suivre le bilan de 2 ans de cotisation de vos dons de RDC Monde. 150, 200 dollars au Nyon César Nakati, Tokobimi, ça s'est dit jamais vu dans l'histoire ya Congo. Preuve na moza ya mo. Le 1er février, RDC Monde a pour ça la première des comptes finales. Nous allons présenter ça numériquement parce que nous allons vers la numérisation de tout et statistiquement pour voir ce que vous avez donné comme don pour le projet à venir. Et Kozala dit jamais vu dans l'histoire ya Congo. RDC Monde a publié. RDC Monde a qui ça combien au ya na Libenga ya Congo. To la kisi que to kodu ko ça la confiance na Congolais. Nous comptons sur vous pour rester fidèles avec RDC Monde. RDC Monde Kakabou. Yango to lobi bolanda biso na RDC Monde TV. Kota na RDC Monde pour to consolider unité na biso. Kota na RDC Monde pour na to cimenter fondation na biso pour lobby to ko lia ba mbuma ya kitoko.